Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que cette fois c'est la bonne parce que ça fait la troisième fois que j'essaye de faire cette vidéo. Je suis en train de regarder un documentaire sur les aborigènes d'Australie et je voulais partager une petite phrase voilà, qui semble être juste une phrase comme ça, mais qui j'ai trouvé voilà, qui m'a profondément touchée. Alors, c'est quoi le contexte? Le contexte, en fait, c'est que moi, je suis passionnée par ce peuple, par les aborigènes, en fait, d'Australie. Quand j'étais au collège, donc ça date d'il y a une dizaine d'années en arrière, dans notre cours d'anglais, on a lu un livre qui s'appelle Rabbit Proof Fence, qui est traduit en français par Le chemin de la liberté. Donc je vais profiter pour faire mes choix en même temps. Donc, en fait, c'est un livre qui raconte dont le thème principal, on va dire, c'est The Stolen Generation. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce terme. Ce terme, en fait, il est appliqué aux enfants qui ont été, par le passé, dans les années 1869, je crois, arrachés à leurs parents parce ils étaient métis, en fait. Ils étaient de mères aborigènes et de pères blancs. Et en fait, tous les enfants métis aborigènes étaient enlevés à leurs parents, on va dire arrachés, pour être mis dans des orphelinats, voilà, pour être placés, voilà, pour recevoir une culture 100% blanche, on va dire. Et donc ce livre, en fait, il parlait l'histoire de trois jeunes filles qui un jour ont décidé de s'enfuir simplement de là où elles avaient été placées pour retourner dans leur famille, en fait, hein, dans leur famille aborigène. Bref, ça, c'est vraiment le contexte. Et depuis ce moment-là, j'étais vraiment passionnée par le peuple aborigène. J'ai l'impression d'avoir une sorte de lien avec ce peuple-là, je ne sais pas. Donc aujourd'hui, je regardais un documentaire sur Netflix qui s'appelle Terre en Lumière. Terre en Lumière, la préservation de la culture aborigène. Et le documentaire a été réalisé on va dire, un descendant de ce peuple-là. Donc, il est allé dans la famille où a grandi ses grands-parents pour, voilà, pour faire un documentaire sur la culture, comment préserver cette culture, comment le peuple aborigène vivait encore maintenant. Est-ce qu'ils ont gardé cette culture ancestrale? Est-ce qu'ils ont changé après toutes les violations qui ont été faites par le gouvernement australien? Et à un moment donné, il est allé dans une famille. Donc la famille l'a bien accueilli et ils lui ont mis, vous savez, les aborigènes, ils aiment bien, ceux qui vivent en tout cas dans les bush, ils aiment bien appliquer sur leur corps des sortes de peintures, en fait, comme ça, des peintures naturelles symboliques qui signifient beaucoup de choses. Donc on lui a appliqué donc, de la peinture, comme à tout le monde d'ailleurs. Ensuite, ils ont fait une sorte de danse autour du feu. Et après, donc après la danse, le réalisateur, il disait, voilà, voilà, j'ai jamais été aussi bien accueilli. C'est la première fois qu'on m'accueille comme ça. Et puis le chef enfin le chef, je ne sais pas si on peut dire le chef du clan ou le chef du groupe des aborigènes qui était là, il a dit, en fait, dans notre langue, il n'y a pas de mot pour désigner un étranger, un inconnu. Et en fait, c'est cette phrase-là qui m'a extrêmement marquée parce que je me suis dit, euh, ça a une grande similitude en fait avec finalement l'accueil des étrangers en Afrique. Bien que c'est vrai que chez nous, on a des termes qui désignent un étranger, hein, quelqu'un qui, voilà, un étranger. Mais en tout cas, ça m'a quand même marqué de savoir que là-bas, dans leur langue, il n'existe pas de mot pour dire étranger ou inconnu. Parce qu'en fait, chaque personne qui arrive dans cette famille est accueillie comme un membre de la famille, en fait. Il n'y a pas de différence. Et finalement, c'est ça aussi que ce soit d'ailleurs en Afrique, c'est pareil. En fait, justement, le but de la vidéo, c'était un peu de faire le parallèle en se disant, c'est vrai que le peuple aborigène a l'air vraiment, quand on dit aborigène Australie, ça a l'air extrêmement lointain de l'Afrique.
Mais au final, les cultures ne sont pas si différentes et souvent, et même dans la pratique de la spiritualité de manière générale, il n'y a aucune différence en fait. C'est juste que voilà, les choses sont faites différemment, mais il n'y a aucune différence. Bref, je voulais justement dire que chez nous, c'est vrai que malgré le fait qu'on ait un terme, je ne sais pas, hein, vous me direz, les personnes qui regardent la vidéo, en tout cas, je sais que dans ma langue, qui est le Nufi, donc c'est une langue de l'ouest du Cameroun, je sais que dans ma langue, voilà, il y a un terme pour appeler un étranger, tu vois. Il y a un terme, voilà, pour appeler un étranger. Après, maintenant, je fais la vidéo, je me rends compte que le terme pour désigner un étranger, c'est un terme qui a été emprunté à la langue anglaise, en fait, parce qu'on dit trendia, tu vois, un inconnu, quand quelqu'un arrive, on dit il va donner de l'eau au trendia. En fait, trendia, c'est stranger, tu vois, c'est un terme qui a été emprunté, en fait, à l'anglais. Donc, finalement, je ne sais pas s'il existe fondamentalement un terme dans ma langue pour désigner quelqu'un. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui s'y connaissent mieux en linguistique et qui regardent cette vidéo. Dites-moi si dans vous avez un terme dans vos langues africaines pour désigner en fait quelqu'un qui vient de loin, quelqu'un voilà, qui ne soit pas, un terme qui ne soit pas emprunté de l'anglais ou emprunté d'une autre langue. Donc, le but, c'était de dire, voilà, on a des peuples qui ont l'air extrêmement éloignés, mais qui finalement ont des pratiques très similaires. Et c'est justement, c'est pardon, c'est cette générosité, en fait, qui nous a perdus en Afrique, hein. Cette générosité, c'est une générosité qui existe toujours en 2021, c'est-à-dire que si vous allez aujourd'hui dans un village, je ne sais pas où, au fin fond de je sais pas où, ou que ce soit au Bénin, en Côte d'Ivoire ou au Cameroun, au Congo, peu importe, et que vous êtes étranger, vous allez être en fait extrêmement super bien accueilli. En fait, vous êtes même mieux accueilli que la personne que le voisin en fait qui est là tout le temps. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc parce qu'en fait, je sais pas, on considère que tout le monde que nous sommes tous finalement pareils et qu'on ne fait pas la différence entre quelqu'un de la famille et quelqu'un qui vient de l'extérieur. Et c'est ça évidemment qui nous a perdus parce que en Afrique, voilà, quand les gens arrivent, on ouvre les bras, on déroule le tapis rouge à la personne et on ne se pose pas la question de savoir si elle a des bonnes intentions ou des mauvaises intentions. En fait, on s'en fout et au final, en général, on se fait toujours avoir. Le but ici, ce n'est évidemment pas de dire qu'on ne doit pas accueillir les gens. C'était juste vraiment pour montrer cette similarité entre le peuple aborigène et les peuples africains. Et ce n'est pas que le peuple africain, en fait, hein, c'est quand vous allez, j'ai aussi regardé beaucoup de documentaires sur les Indiens d'Amérique du Sud ou d'Asie, en fait. Et souvent, c'est comme ça, en fait. C'est que quand des étrangers arrivent dans des villages, ils sont toujours extrêmement bien accueillis. Et voilà, en général, ils ne font pas de différence. Ils te prennent vraiment comme tu viens. Ils t'accueillent, ils te logent, ils te donnent à manger sans rien te demander en retour. Et finalement, les gens qui n'accueillent pas, bon, moi là, du coup, je parle d'Afrique. Les gens qui ne t'accueillent pas en Afrique, c'est des gens en fait qui ont embrassé à 100% la culture occidentale. C'est-à-dire que si tu vas aujourd'hui, je sais pas, à Douala et que tu frappes à la barrière de... Donc déjà, le fait d'embrasser la culture occidentale, c'est quoi? C'est que voilà, on va se construire une grande maison, on va vivre un peu à l'occidental, on a une barrière, voilà. Les gens qui frappent à la porte, on ne leur ouvre pas, etc. Donc, si vous allez chez quelqu'un qui a embrassé 100% la culture occidentale, vous frappez à sa barrière, vous dites, voilà, j'aimerais bien loger chez vous, je sais pas, juste pour une journée. La personne ne va même pas vous ouvrir la barrière, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, par contre, si vous allez dans un village
et que vous dites à quelqu'un, voilà, je cherche où dormir, je n'ai nulle part où aller, la personne va vous accueillir, vous donner à manger, vous loger et le temps qu'il faudra, voilà, sans vraiment se poser de questions. Et, bref, en gros, voilà, principalement, je faisais la vidéo juste pour souligner cette similitude. Et franchement, n'hésitez pas à me dire en commentaire hein, si vraiment vous avez un terme pour désigner des étrangers dans votre langue. N'hésitez pas à me le dire. Franchement, c'est quelque chose du coup qui m'intéresse. Voilà, donc c'était pour la partie aborigène. Du coup, alors, il y a sûrement des gens qui vont se demander quels sont les produits que j'utilise sur mes cheveux. Alors, si jamais j'utilise les produits de la marque Madonia Cosmetics, j'espère que je vais vous mettre en fin de vidéo un produit. Donc, j'utilise l'huile de palmiste pour faire mes bains d'huile. Parce que l'huile de palmiste, en fait, en tout cas, quand j'utilise, c'est une huile qui rend les cheveux extrêmement doux après le bain d'huile. Donc, j'applique sur mes cheveux, je laisse poser minimum 1 heure. Après, je fais le shampoing. J'utilise également l'huile de coco, en fait, de la marque, donc toujours de la marque de Madonia Cosmetics. Pour, en fait, j'utilise pas pour mes cheveux, mais plutôt pour ma peau. Mais sachez que l'huile de coco s'utilise aussi sur les cheveux. Il y a des gens à qui ça va parfaitement bien. Si ça vous intéresse. J'utilise également pour faire les masques avant shampoing de la poudre de Chébé, toujours de la même marque. Qui, franchement, c'est un produit, je sais pas comment vous expliquer ça. C'est un produit quasi miraculeux, quoi. Vous utilisez, vous avez les cheveux, mais d'une extrême élasticité incroyable. Voilà, une fois que j'ai fait mes vanilles, bah, en fait, je fais des vanilles juste pour des raisons pratiques, hein. Après, je les enlève comme ça. Je les enlève et mes cheveux sont extrêmement bien hydratés. Donc, en ce qui concerne l'hydratation des cheveux, moi, je le fais, on va dire, peut-être 2 fois par semaine. Voilà, je le fais 2 fois par semaine. Bon, je vais pas laisser mes cheveux comme ça et commencer à marcher genre, parce que sinon, ils vont s'assécher assez rapidement. Donc, ce que je fais, c'est que, donc, soit je vais faire 2 grosses nattes pour qu'ils restent vraiment ensemble et, voilà, et qu'ils restent hydratés. Et puis, je vais détacher simplement le lendemain quand je vais aller au boulot ou comme ça. Ou soit, je ne vais pas me prendre la tête et je vais faire un chignon super vite fait. En fait, ça permet aussi de garder l'hydratation. Je laisse mes cheveux, en fait, je laisse mes cheveux au vent seulement quand ils sont déjà... quand ils sont déjà un tout petit peu secs. Voilà.